Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Bedin. Bonjour. Bonjour David Jacob. Merci d'être là avec nous, président du directoire d'Hopscotch Group. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est possible d'être partout dans le conseil en communication. Coté en bourse, boîte qui génère pas loin de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. On prendra le temps d'expliquer un peu tout ça. Mais juste, vous disiez dans une interview, c'est compliqué d'expliquer notre métier aux investisseurs. Ça tombe bien, on est sur Boursorama. C'est intéressant parce que ça serait quand même le comble. Ou le paradoxe ou le comble pour une agence de com d'avoir des tracas pour expliquer son métier. Faites appel à Havas, ils sont là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas dans tous les secteurs de la communication. L'événementiel. Nous sommes dans les relations publiques. Et toutes les subdivisions des relations publiques, dont l'événementiel, et aujourd'hui très majoritairement tout ce qui est social media marketing, comme on utilise les réseaux sociaux pour communiquer, pour créer des interactions, pour créer des communautés, et que ce soit pour les entreprises au sens institutionnel, corporate, ou pour les produits, puisque aujourd'hui on utilise les réseaux sociaux pour vendre des produits directement. Et l'interaction entre les réseaux sociaux, les politiques commerciales, la politique marketing de l'entreprise, c'est quelque chose d'assez nouveau. On est un petit peu à la nouvelle frontière de la communication. Voilà. Mais 90% du chiffre d'affaires est encore issu de l'organisation d'événements. Ça reste non, 30%. Ah bah la fiche sur Boursorama est fausse, on va la changer, alors elle est plus actualisée. En gros, c'est un tiers de conseils en social media, un tiers de conseils en relation avec les publics. Les publics, c'est les journalistes, les investisseurs, l'interne, les gens qui aiment le cinéma, les gens qui aiment la musique, etc. Et puis un tiers de 100% réseaux sociaux. Bon, vos premiers clients, est-ce que, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait, à l'époque, il y a eu L'Oréal, etc. Ils sont toujours clients aujourd'hui, c'est intéressant de voir si après toutes ces années, on garde ces clients, même si l'objectif, c'est toujours d'en avoir de plus ceux qui arrivent que ceux qui partent. Hein. Oui, on a beaucoup de grands clients nos clients sont essentiellement des grandes entreprises. Alors qui, par exemple le groupe Renault-Nissan, le groupe Cartier. Cartier étant le plus ancien, ça fait 31 ans d'affilée qu'on travaille pour Cartier, alors des années plus que d'autres. Voilà. Avec le même niveau de budget ça dépend. Quand on a commencé, c'était des plus petits budgets. On était une toute petite entreprise et ils ne confiaient pas des choses aussi importantes qu'aujourd'hui. Voilà, mais aussi des laboratoires pharmaceutiques, des banques. Dans les grands clients internationaux, on travaille en France pour les relations publiques de Microsoft, par exemple. C'est évidemment des sujets de fierté. Puis on a aussi beaucoup de startups, des startups françaises qu'on accompagne partout en Europe, par exemple, et puis des startups américaines qui souhaitent conquérir des clients en Europe. Et nos métiers sont particulièrement efficaces pour toutes ces startups parce que ce sont les nouvelles techniques de communication qui combinent justement la création d'un contenu original, comme par exemple un événement. C'est toujours le cœur, créer un contenu original. Ah, oui, c'est toujours le cœur. C'est toujours la base du métier, même s'il a changé, on imagine, en 10 ans avec l'Internet et compagnie. Mais c'est ça, toujours créer des événements, puis après, il y a l'amont, il y a le pendant, puis il y a l'après aussi, maximiser la retombée médiatique. C'est exactement ça, je vous embauche demain. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre à nos clients, c'est-à-dire qu'il faut créer un prétexte, et puis ce prétexte est le prétexte d'une prise de parole qui n'est pas un spam. Donc comme j'ai créé un prétexte qui va vous intéresser vous, quand je vais vous appeler ou vous envoyer une invitation par exemple, que ce soit sur digital ou une invitation à venir à l'événement, comme ça vous intéresse, je le sais, parce que ça va être par exemple un sujet financier, eh ben vous allez considérer que je me suis intéressé à vous. Donc c'est l'inverse de l'ancienne publicité qui envoyait le même message à tout le monde. Là, on invente des contenus communauté par communauté. Donc on ne parle pas pareil à un financier ou à un jeune qui aime le rock'n'roll ou une mère de famille préoccupée par des sujets pédagogiques. Ce qui veut dire que vous ne faites plus le même métier, encore une fois, du fait des réseaux sociaux, d'Internet. Le métier a vraiment changé, même si le fond du métier reste le même, créer des contenus, créer des événements originaux. Le fond du métier, c'est toujours d'aider nos clients à vendre, à améliorer leur image, leur réputation. La réputation, c'est ce qu'on a de plus cher, évidemment. Donc nous, notre métier, c'est d'aider les gens à avoir une bonne réputation et entretenir des relations avec les bonnes personnes. Et ce qui a changé, c'est les moyens. Parce que évidemment, grâce aux data, comme vous en parliez tout à l'heure pour l'État, mais grâce aux data, on peut, on va dire, cartographier tous les gens avec lesquels vous avez envie d'entretenir des relations de façon bien plus précise. Et du coup, on évite de mettre le David Jaco, de le mettre dans une situation d'être une cible. Par exemple, moi j'interdis d'utiliser le mot cible. On disait avant, on va cibler telle ou telle personne. Si on cible, on veut tuer.
Non, on veut pas. Moi, je veux que David Jaco fasse partie de ma bande et fasse partie de la bande de mes clients, qu'on ait envie d'interagir, que vous soyez content de parler avec les marques que je représente et inversement. Donc pour ça, il faut vraiment s'intéresser aux gens et les data permettent d'avoir une connaissance beaucoup plus fine de qui est David Jaco. Bon. Dans le bon sens du terme. Bien sûr. Et pas que pour les impôts. Et oui, il n'y a pas que ça dans la vie. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour brouter entre les pattes des deux gros mammouths que vous connaissez, qui sont évidemment Havas et Publicis? C'est pas facile, hein? Alors comment on fait pour déjà, différencier? Il n'y a pas que. Il y a les Américains. Il y a pas que, évidemment. Les Américains, dans le métier des relations publiques, français, quoi. Le métier des relations publiques a été inventé il y a 100 ans par des Américains. Et en fait, les 20 premiers groupes mondiaux sont américains. Et nous, on arrive juste derrière, puisque maintenant, avec notre accord capitalistique avec Sopexa, on a constitué ce que je dis être le plus grand groupe non américain de relations publiques mondiales. On est dans 27 pays. Et bon, évidemment, beaucoup plus gros en France, mais on a quand même une grosse représentation aux États-Unis, en Angleterre. Quelle est la part du chiffre d'affaires à l'international? Un tiers, 40%. Et donc, notre sujet, c'est beaucoup plus les groupes de relations publiques américains qui sont nos vrais concurrents, plus que les groupes anciens groupes de publicité français ou américains. Comment on fait pour brouter entre les pattes des mammouths américains? Les grands annonceurs ne mettent pas toutes leurs œufs dans le même panier et ils veulent avoir plusieurs types de conseils. Et dans nos métiers, encore une fois, si on a toutes ces grandes marques qui sont nos clients, c'est parce que on est probablement les plus en pointe en taille et en compétences, au moins en France et sur certaines niches dans certains pays. Par exemple, le luxe, l'art de vivre, le tourisme, c'est des pays, c'est des univers dans lesquels on est très pointu presque partout dans le monde. Et pas eux? Les anglo-saxons, ils peuvent être meilleurs dans d'autres domaines. On peut avoir notre zone de compétences. Bon, c'est une belle histoire. En même temps, on se dit qu'on se projette aussi, de vous parler de nouvelles frontières, de justement réinventer le métier. Et pour autant, quand on voit le chiffre d'affaires, parce qu'on est sur Boursorama, on s'intéresse aux chiffres, il évolue en gros depuis quelques années autour de 150 millions d'euros, je ne me trompe pas. Sur cette année aussi, là, ça sera pareil, on va encore stagner entre guillemets autour de 150 millions d'euros? C'est le cas pour l'instant. On vient de publier notre chiffre d'affaires trimestriel. Troisième trimestre. Troisième trimestre. En fait, on a eu un deuxième trimestre qui n'était même pas très bon, dû probablement aux élections qui ont provoqué pas mal d'hésitations de la part de grands clients. Ça s'est rattrapé au troisième trimestre, donc ça c'est satisfaisant. Mais oui, c'est le cas. En fait, le milieu de la communication est en train de vivre une grande mutation avec là où les clients, qu'on appelait dans le temps des annonceurs, mais moi que j'appelle les clients, investissaient le plus d'argent, ils ont tendance à serrer les boulons sur des dépenses. C'est pas nouveau ça. Les médias, par exemple, vous parliez d'événements, dans les grands événements, les événements ils sont plus petits et ils valent moins cher. Donc en termes de chiffre d'affaires, je dirais qu'il y a moins de contenu. En revanche, il y a plus de conseils et plus de compétences digitales. Donc nous, on est en train de changer complètement notre modèle. Et quand je vous dis qu'on a plus d'un tiers de nos collaborateurs qui sont des gens qui travaillent à 100% sur les réseaux sociaux, et c'était évidemment 0% il y a 15 ans. Donc, quelle est la part du conseil dans le chiffre d'affaires pour le coup là? Écoutez, en fait, moi, je ne regarde que la marge brute et le chiffre d'affaires est 150 millions. Notre marge brute est 55 millions et c'est 55 millions de conseils. Voilà. Donc, pour le coup, marge brute, juste sur le chiffre d'affaires, à quand la croissance du chiffre d'affaires? Alors, la croissance du chiffre d'affaires, j'en sais rien, parce que si on augmente encore beaucoup notre part de conseil, ce sera la marge brute qui croîtra. Mais j'ai bon espoir que l'année prochaine, de 2018, soit une assez bonne année, oui. Bon, la marge brute, c'est intéressant. On voit bien avec les clients et tous les espoirs de business engagés. Bon, et justement, quand on regarde après le chiffre d'affaires, on descend, il y a la marge brute. Intéressant la marge brute. Ouais, 155 millions sur 150, ça fait un peu moins de 30% de marge brute. Et quand on descend encore, on voit un résultat net. J'ai failli tomber de ma chaise. 1 à 2 millions d'euros de résultat net, de profit. Pourquoi une si faible rentabilité financière? Est-ce que c'est structurel, c'est lié au secteur, ou c'est parce que vous avez beaucoup investi? C'est parce que vous ne gérez pas assez bien la boîte? Je ne sais pas moi. Alors c'est conjoncturel, en fait on a eu des résultats bien supérieurs dans le passé, autour de 10% de la marge brute, ce qui nous permettait encore de croître et d'investir. Là nous sommes dans une espèce de grande mutation effectivement, où on doit investir beaucoup sur du recrutement, de pas forcément les mêmes personnes que ceux qu'on attirait naturellement, donc des gens notamment plus digitaux, numériques. On investit énormément. Oui, plus cher, plus difficile à garder aussi. Donc évidemment, quand ils ont été formés chez Hopscotch, les gens peuvent avoir une certaine valeur. Et du coup, on les rémunère, je trouve, assez bien. J'espère qu'ils le considèrent aussi. Et puis, on investit beaucoup en formation.
Et ça, maintenant, l'investissement en formation, ça ne s'amortit pas. Hein. Cette année, c'est plus d'1 million d'euros. Donc, il y a quelques années, pour faire monter en compétences nos collaborateurs, pour les faire cross-fertiliser leurs propres compétences et fabriquer des équipes que j'appelle à très haute valeur ajoutée. Donc, des équipes qui, quand elles sont devant le client, rendent un service que le client ne trouvera nulle part ailleurs. Bon, intéressant de voir ce qui se passe en bourse. La capitalisation boursière, c'est 20 millions d'euros. L'action cote à peu près 7 euros et quelques, moins 4% depuis le début de l'année, moins 8% sur 5 ans. Pas beaucoup de volume, ça dépend des jours. Est-ce que la bourse vous boude? Est-ce que vous êtes surpris? Alors, je ne me permettrai pas de juger ça. Moi, je suis très content d'être en bourse et je trouve que ça donne à notre société une visibilité qui est très rassurante pour nos clients, pour nos collaborateurs. C'est aussi une exigence de transparence qui est très saine. Maintenant, c'est vrai qu'il est probable que si on avait des grandes opérations financières à faire, ce n'est pas la bourse qui nous aiderait à valoriser l'entreprise au prix du marché international des agences de communication. Donc pour vous, la bourse, c'est de la com quelque part? C'est pour de la visibilité? Ça vous sert à ça? C'est un peu de l'interaction avec les différents écosystèmes, certes l'écosystème financier, mais aussi nos clients, nos collaborateurs, une visibilité internationale, une respectabilité des différentes places qui a de la valeur. Vous estimez être décoté, sous-coté, comme on dit? On dit toujours que ce n'est pas au président d'entreprise de juger ça. Mais pas tout, oui, ça dépend. On a eu le CEO de Total qui a dit « j'estime qu'on est sous-coté ». Non, mais c'est vrai. La première boîte du CAC avec LVMH. Voilà. C'est vrai que si on utilise les ratios traditionnels d'évaluation de ce que vaut un groupe de communication international qui existe depuis longtemps, avec certes des résultats pas tous les ans très bons, mais jamais une perte, pas d'endettement, évidemment, je pense que la bourse ne nous donne pas toute la valeur qu'on mérite aujourd'hui. Donc dit autrement, vous estimez être sous-coté, décoté, mais c'est dur de le dire, donc on tourne un peu autour, hein, j'ai compris. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre les marchés justement que votre positionnement est le bon et que, comme dirait Jacques Séguéla, que votre futur a de l'avenir? Moi, je crois que ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est qu'on revienne à une bonne rentabilité en 2018, et ça j'y compte bien, et puis qu'on démontre par la croissance et puis par des gains de clients qui sont des clients emblématiques qui vont montrer qu'on a eu raison dans nos choix d'investissement et qu'on est effectivement l'agence de l'avenir, le bon cocktail de compétences en communication qui aidera les grandes entreprises à se développer. Et donc vous prenez l'engagement ici d'accroître, d'augmenter la rentabilité financière? Pour 2018, je prends l'engagement. Voilà qui est fait. On suivra ça. Allez, merci à vous Frédéric Bodin, merci, le président du directoire d'Obscotch Group, était donc l'invité aujourd'hui en direct sur Boursorama de la grande interview. Merci.